Et nous allons tout de suite accueillir le premier de nos intervenants, c'est Nicolas Treps. Il va nous parler de l'optique quantique et de la manière dont on peut passer de ce domaine, ô combien scientifique, à la création d'une start-up. Merci Nicolas, à vous la parole. Bien, bonjour à tous, effectivement, je suis donc votre premier exemple. Et au-delà de ça, je suis quand même professeur à Sorbonne Université. Et mon activité, c'est la physique fondamentale, et en particulier l'optique quantique, comme cela vient d'être dit. Et il se trouve que, par ailleurs, j'ai créé une entreprise qui n'est pas quantique du tout, qui est malgré tout très intéressante. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que si cette entreprise a été créée un petit peu par hasard, c'est quand même pas tout à fait un accident du fait de l'environnement de travail ici. Alors, vraiment, en deux mots, ma recherche consiste à étudier les propriétés fondamentales de la lumière au niveau quantique, c'est-à-dire l'infiniment petit, et c'est ce qu'on résume parfois un petit peu vulgairement, la dualité onde-corpuscule. Alors, la dualité onde-corpuscule, ça veut dire qu'en fait, on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, et c'est justement pour ça qu'on recherche dans ce domaine. Alors, on peut se demander quel est le pas entre cette recherche et faire une innovation. Eh bien, la recherche qu'on fait, c'est une recherche expérimentale. Et donc, pour faire la recherche expérimentale, on est obligé de développer de nouveaux appareils, parce que par essence, c'est l'existence d'un nouvel appareil qui va nous permettre de faire une nouvelle découverte, de tester de nouveaux phénomènes. Mais comme on fait de l'optique, les nouveaux appareils, c'est une extension, j'allais dire, un petit peu plus compliquée quand même, d'un miroir. Donc on a fabriqué des miroirs extrêmement compliqués qui nous permettaient de manipuler la lumière pour contrôler nos photons. Voilà, mais ça, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un dispositif d'imagerie. Alors à l'époque, j'avais un doctorant brillant, étudiant de Sorbonne Université, qui était très motivé par l'innovation, et donc on a décidé, avec l'aide de l'UPMC à l'époque, de déposer un brevet sans savoir vraiment l'application de cette innovation. Et puis voilà, on a continué, mon doctorant a soutenu sa thèse, il est parti travailler 1 an dans le privé pour se former un petit peu, et au détour d'une conférence, on a rencontré Alcatel-Lucent, qui est une entreprise qui s'occupe notamment des communications dans les fibres optiques. Alors vous savez certainement que l'essentiel des communications passe à un moment ou par un autre dans une fibre optique. Tout l'Internet passe par des fibres optiques. Et ce qu'ils font à Alcatel, c'est qu'ils travaillaient sur de nouvelles fibres dans lesquelles on pouvait passer plus d'informations, justement en contrôlant l'image qu'on envoie à l'intérieur de ce long chemin de verre. Seulement, ce qui était assez amusant, c'est qu'ils ne savaient pas comment faire rentrer efficacement la lumière à l'intérieur de ces fibres optiques. Et c'est justement ce que faisait notre appareil. Et donc, on a discuté avec eux, et c'était parti. Mon doctorant a démissionné de son travail dans le privé, et on a créé une entreprise. Alors, le temps a coulé, ça c'était en juin 2013, donc je vais faire un bond dans le temps et arriver à tout de suite ce qui se passe maintenant. L'entreprise s'appelle Skylabs, elle est installée à Rennes, elle emploie un peu plus de 40 personnes, et elle a levé, on a parlé de fonds d'investissement tout à l'heure, environ 8 millions d'euros, que ce soit dans des fonds d'investissement ou chez des investisseurs de grandes entreprises qui ont investi chez nous. Cette entreprise, maintenant, elle vend des solutions pour augmenter le débit dans les fibres optiques, mais aussi, bien entendu, c'est une entreprise innovante, on a développé plein d'autres marchés, par exemple, améliorer les lasers pour faire de la soudure ou de la découpe laser, donc ça intéresse directement la grosse industrie, ou faire des communications en espace libre, qui est un sujet très à la mode actuellement, notamment avec les antennes 5G. Voilà, et donc, pour vous donner un petit exemple de ce qu'on vend, un exemple qui n'est pas, j'allais dire, le plus intéressant financièrement, mais qui est le plus amusant à raconter ici. On a vendu une solution à un endroit que vous connaissez, qui est les Deux Alpes, qui est une station de ski. Et en fait, grâce à notre appareil, maintenant, vous pouvez faire de la 4G, surfer sur Internet, quand vous êtes en haut des pistes, si vous préférez faire ça plutôt que d'aller skier. À condition qu'il y ait de la neige. Alors, s'il n'y a pas de neige, justement, ça permet de s'occuper. Même la physique quantique ne peut pas le résoudre, vous savez. Alors, j'ai pas de prix à la station, mais voilà, c'est ce genre d'appareil qu'on finance. Alors, je voudrais terminer cette petite intervention sur un point qui me semble important, c'est quel est mon statut actuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix de rester professeur à Sorbonne Université. J'ai choisi d'accompagner mon doctorant dans la création de cette entreprise, je suis cofondateur. Bien sûr, j'y participe encore un tout petit peu en tant que conseiller scientifique, mais j'ai complètement lâché l'entreprise, elle fonctionne indépendamment de moi, et elle fonctionne très très bien d'ailleurs, peut-être d'autant mieux, parce que moi, mon métier, c'est de faire de la recherche, c'est pas d'être entrepreneur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'appareil, à l'époque, il faisait 2 mètres carrés qu'on a développé. Ça, c'est la version récente, vous pourrez passer le voir tout à l'heure. C'est plus petit qu'une boîte d'allumettes, en fait.
Et donc, il y a énormément de progrès d'ingénierie qui ont été faits sur cet appareil, et il est devenu tellement performant que maintenant, cet appareil revient dans nos laboratoires pour faire de nouvelles expériences de physique fondamentale, et notamment d'imagerie. Et en fait, il est tout à fait possible, en tout cas on l'espère, que ces nouvelles expériences vont nous amener à de nouvelles innovations, que ce soit en microscopie biologique ou même en imagerie du ciel, en imagerie astrophysique. Voilà, et là-dessus, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Une autre trajectoire, un autre projet de chercheur et d'entrepreneur, c'est celui de Rami Iskander, qui est le fondateur et le CEO d'Intento Design. Et il va nous parler, lui, de la manière dont il a réussi, avec ses équipes, à accélérer le développement des composants microélectroniques. Merci beaucoup, Rami. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. D'abord, je vous remercie d'être intéressé à mon parcours, chercheur puis entrepreneur. J'ai fait mes travaux de recherche sous la direction de Mme Marie-Minerve Lovera, responsable actuelle du département. Mes travaux de recherche portaient sur la conception assistée par ordinateur pour concevoir très rapidement les puces analogiques surtout. Mon histoire a commencé en 2012 quand j'ai déposé un brevet à un comité de physiciens à l'UPMC. À l'époque, il n'y avait pas la SAT-UTEC. Il y avait un transfert technologique qui a été décidé vers la SAT-UTEC pour lancer un projet de maturation. À l'époque, la SAT-UTEC a alloué pour mon projet de maturation 400 000 €. On a lancé le projet, on a réussi à faire un premier preuve pré-industrielle, et ce brevet est maintenant un des produits d'Intento Design qui s'appelle ID Explore, qui est dédié à la conception très rapide des circuits analogiques. En même temps, j'ai eu une autre chance en 2012 de gagner un projet européen avec l'aide de plusieurs acteurs européens. L'idée du projet était de développer un autre logiciel pour simuler la propagation des électrons dans un bout de silicium dopé. Et l'application de ça, c'est protéger les véhicules électriques contre les propagations des électrons, en fait. Donc ça fait le deuxième produit d'Intento Design aujourd'hui qu'on a exploité. On a même acheté le brevet grâce aux acteurs européens qui nous ont accompagnés. Et maintenant, le nom du produit, ça s'appelle ID Substrate. Aujourd'hui, ces deux produits, en 2019, on a eu la chance de passer ces deux produits en production chez deux acteurs européens, un français et puis un autrichien. Bon, je veux parler un peu d'Intento Design. Donc aujourd'hui, Intento Design représente 15 salariés en CDI, dont 9 docteurs spécialistes en mathématiques, physique et informatique. On est une jeune entreprise classifiée comme jeune entreprise innovante, avec un seuil de R&D qui dépasse 76% comme évalué par l'État. Nous avons développé aussi des technologies très avancées, notamment sur l'intelligence artificielle, qu'on n'a pas encore annoncées. Par exemple, grâce à ma thèse aussi, on arrive à modéliser la pensée humaine. C'est-à-dire, on peut montrer à l'humain ce qu'il pense quand il veut concevoir un chip. Et là, on a des facteurs d'accélération qui sont 2 ordres de grandeur des algorithmes d'optimisation combinatoire connus aujourd'hui. Et grâce à ça, on a pénétré, on déploie en 2020 chez un grand acteur français le logiciel, en fait. Donc, le fait qu'on puisse modéliser la pensée humaine, on le transforme en forme exécutable qui peut être exécutée et comme résultat avoir les dimensions dans le chip, en fait. La question que je réponds aujourd'hui, c'est que signifie l'entrepreneur pour un enseignant-chercheur? Un enseignant chercheur qui souhaite devenir un entrepreneur, il y a 2 axes principaux qu'il doit gérer, en fait. Il y a l'aspect scientifique, il doit avoir le nerf et la volonté de mener ses innovations sur le marché et impacter la société. Ça, c'est très important. Et l'aspect humain, c'est un des grands défis pour le start-up, c'est vraiment de gérer l'humain. Et moi, j'ai eu une chance, aussi à travers la SAT-UTEC, je ne sais pas comment, mais j'étais coaché par les forces spéciales pendant 3 jours en Bretagne. Et là, je me suis découvert moi-même, et j'ai découvert que vraiment comment renforcer la synergie et l'harmonie entre mes salariés, en fait. Et c'était le plus grand défi que j'ai eu jusqu'à présent. Bon, finalement, je souhaite me remercier toute ma reconnaissance pour le bureau de GLTT qui m'a accompagné dans le transfert, le bureau Europe qui m'a accompagné dans le projet européen et la présidence de la Sorbonne Université pour le soutien indispensable pendant toutes ces années. Merci beaucoup et je suis heureux de répondre à vos questions tout à l'heure.
Merci. Merci infiniment, Rami. Merci beaucoup. Le prochain intervenant, qui est Yvon Madet, qui dirige l'Institut Tremplin Carnot Smiles, qui se fixe comme ambition de favoriser la recherche partenariale en mathématiques pour les entreprises. Et je ne résiste pas au plaisir de citer le titre de votre intervention, « Mettre la déraisonnable efficacité des mathématiques au service de l'innovation dans les entreprises ». On se régale par avance. Oui, bah on va très loin là. Donc moi je suis mathématicien, donc généralement quand je me présente, ah oui, les mathématiques. Bah j'étais pas mauvais quand j'étais au lycée, ou alors non, moi j'aimais pas du tout, j'y comprends rien du tout. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer que même en mathématiques, on peut avoir un lien avec l'industrie, avec le monde entrepreneurial. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus tout petit déjà. En maternelle, je me souviens un certain nombre d'initiatives que j'avais eues. Mes amis ne comprenaient pas que quand on voyait 2 sur la montre, il était 14 heures, donc ils avaient un petit peu de balle. Donc j'avais décidé de concevoir une montre qui avait non pas un cadran sur 12, mais un cadran sur 24 pour leur expliquer la relation et qu'ils s'y retrouvent un petit peu. Voilà, donc tout petit, j'ai voulu faire des mathématiques, tout petit, j'ai voulu les expliquer, et tout petit, j'ai aussi voulu les mettre en relation avec le monde extérieur. Par exemple, quand j'ai commencé ma thèse, j'ai commencé en même temps des études médicales. Oui, Monsieur le Président. Des études médicales. J'ai fait une première année, puis une deuxième année, puis une troisième année. Et puis après, donc, la thèse, la famille, les enfants, tout ça, c'était un petit peu difficile. Mais j'ai voulu faire des études en médecine pour être capable de comprendre le langage d'une autre discipline. Donc, je suis mathématicien, mais mathématicien appliqué. Et donc, pour moi, les mathématiques sont là pour expliquer, illustrer, enrichir le langage des autres disciplines, essayer d'aller plus loin, de mieux comprendre. Alors, je suis sûrement pas un médecin, loin de là, heureusement d'ailleurs, mais j'ai fait des mathématiques pour la médecine, j'ai publié dans des revues de médecine, et j'ai fait des mathématiques pour la mécanique, bien évidemment. Et très vite, mon maître, Pierre-Arnaud Raviard, m'a dit, bon, sois d'abord un mathématicien, après tu t'amuseras avec tes danseuses comme tu veux, mais en tout cas, sois un mathématicien. Donc, bon, c'est ce que j'ai fait. Je suis revenu un petit peu dans le rang, et donc j'ai fait des mathématiques, des théorèmes, des choses bien abstraites, mais toujours avec la volonté d'avoir, de viser les applications. Donc, bon, ça a relativement bien marché. J'ai eu la chance, l'honneur d'être professeur dans cette université. J'ai eu aussi l'honneur d'être invité à un congrès de mathématiques, le prestigieux congrès international des mathématiques qui a lieu tous les 4 ans. J'ai été invité là-bas, et si je cite cette anecdote, c'est que là, j'ai eu une autre illumination. Il y avait une table ronde qui était organisée entre les mathématiciens purs et les mathématiciens appliqués. Je vous ai dit que j'étais mathématicien appliqué et que donc pour moi, l'objectif, c'était vraiment de travailler en lien avec les applications. Et donc cette table ronde, c'était avec comme fil directeur, est-ce que les mathématiciens purs et les mathématiciens appliqués sont en train de diverger, de faire 2 disciplines complètement séparées? Et donc, bon, y a pas mal de personnes qui ont fait des blabla. Et là, il y a quelqu'un, Helmut Neunzert, qui dirigeait et qui a dirigé pendant pas mal de temps après ça, après l'avoir créé, un institut Fraunhofer, qui a dit, chers collègues, vous êtes complètement à côté de la plaque. Rappelez-vous que les mathématiciens que vous formez, ils ne sont pas là. Ils ne sont ni en maths pure, ni en maths appliquée. La plupart d'entre eux sont dans le milieu industriel. La plupart des étudiants que nous formons ne sont pas là. Ce sont des mathématiciens qui sont dans le milieu industriel. Et alors, si vous divergez de certains mathématiciens, c'est de ceux-là. Et c'est de ceux-là qu'il faut se rapprocher. C'est de ceux-là qui ont les vrais problèmes. Et c'est avec ceux-là qu'il faut collaborer. Donc, vous pouvez peut-être faire votre petite guéguerre à l'intérieur de comités, mais pensez que les vrais mathématiciens du monde actuel sont dans les entreprises. Bon, ça fait un petit choc quand même. Alors, j'avais déjà créé des choses en tant que mathématicien impliqué pour améliorer les relations entre le milieu académique et le milieu industriel. J'avais créé une école en 1996, une école d'été pour mettre en lien la recherche mathématique et le milieu des industries. Et tout naturellement, cette prise de conscience qui est venue une dizaine d'années plus tard m'a conduit à pousser encore plus
les relations avec le milieu industriel. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir les industries. Et donc, aller voir les industries, c'est un pas supplémentaire. Aller discuter avec des biologistes, avec des mécaniciens, avec des chimistes, c'est presque facile à côté de, effectivement, renouer le contact avec les mathématiciens qui sont dans l'industrie. Et surtout quand on a une image d'académique, universitaire, qui, a priori, vit un peu dans sa tour d'ivoire. Donc, je suis allé voir un certain nombre d'industriels, aidés en ça par la bonne volonté de mes collègues. On est allé voir, par exemple, un grand groupe de la RATP, puisque j'avais vu qu'en Allemagne, mes collègues mathématiciens avaient amélioré le réseau, l'infrastructure du métro à Berlin. Et donc, tout de go, on va voir les gens à la RATP qui nous disent ouais, vous êtes intéressants, effectivement, on aurait besoin d'un certain nombre de compétences de haut niveau, des algorithmes nouveaux, de la modélisation mathématique, mais, et ça c'est souvent le cas dans l'industrie, dans les grands groupes, nous sommes en période de restructuration. Ça nous intéresse beaucoup, mais les personnes compétentes, vous savez, ils vont changer. Donc, on prend note et on reprendra contact avec vous. Alors, quel n'a pas été mon étonnement quand, 2 ans plus tard, des gens m'appellent en me disant « Vous êtes venu il y a quelque temps et là, donc, on a créé une nouvelle structure, une start-up, entre la RATP et Alstom, qui s'appelle Metrolab, et qui justement est là pour innover dans le domaine de la mobilité. » Alors, c'était un peu fou de rencontrer ces gens-là qui disaient, bon, on a carte blanche, par exemple, comme qui pourrait se passer en Chine, on va créer une ville nouvelle avec des industries, des hôpitaux, des centres artistiques, et puis une vie à organiser. Et donc, aidez-nous à concevoir le système de circulation à l'intérieur d'une telle ville. Donc, on avait carte blanche totale. Et donc, on s'est emparé avec certains collègues du laboratoire. On a fait quelques plateaux repas recherche, parce que les chercheurs, ils sont là pour chercher, hein, ils ne sont pas là pour forcément s'intéresser à des problèmes industriels, surtout quand ils sont aussi vastes que ça. Donc, pour ne pas prendre trop de temps de mes collègues, j'en ai sollicité 8 ou 9 professeurs prestigieux de cette université. Et pendant un repas, 2 repas, 3 repas de 2 heures, les idées ont fusé. J'étais au tableau en train de leur expliquer. Ensuite, ils prenaient le relais en disant tiens, t'as pas pensé à ça, on pourrait faire ça. Tiens, voilà, j'avais vu ça. Et donc, au bout de 3 ou 4 réunions de ce type-là, on a vu on a repris contact avec les gens de la RATP qui ont été un peu époustouflés de ce qu'on leur proposait. Et donc, il y a eu un contrat, un deuxième contrat, un troisième contrat qui est arrivé. Ensuite, ils nous ont dit, puisque ça marche de façon globale, essayez de nous aider à améliorer la ligne B. Donc, vous connaissez la ligne B. Hein. Voilà. Donc, le défi était grand. Quel chantier, grand chantier. Voilà, donc on a optimisé le réseau de la ligne B avec une petite particularité quand même, qui fait que pour le moment, ce n'est pas encore mis en place. Et c'est pour ça qu'il y a encore des problèmes. Donc la petite particularité qu'on n'a pas pris en place, c'est la variable humaine. Bon, vous avez remarqué vendredi dernier que ça peut poser quelques petits problèmes, cette variable humaine. Donc là, la carte, le projet qui nous est proposé était de faire mieux marcher le réseau de la ligne B, mais avec des véhicules automatiques, donc sans conducteur. Ce qui est une variable importante. C'est une manière un peu radicale de gérer la variable humaine, convenons-en. Voilà. Voilà. Mais qui néanmoins permet de requérir des rames de métro qui marchent pendant 1 heure simplement. On ne va pas demander à un conducteur de venir se déplacer 1 heure et de rentrer chez lui et de repartir au travail 3 heures après pour intervenir pendant un quart d'heure. Donc c'est le système que nous avions proposé et qu'avait amélioré notablement la proposition. Et donc nos collègues de la RATP ont été convaincus de l'approche nouvelle qui était.
Et donc, ce gros contrat nous a permis ensuite, grâce à l'université, de déposer un projet de Carnot dans ce cadre-là. Donc, le Carnot, c'est un petit peu comme les instituts Fraunhofer. Ça permet de structurer un petit peu mieux la relation partenariale entre le milieu académique et le milieu industriel. Donc, j'ai repris à nouveau cette idée d'Helmut Neunzert qui est d'aller voir n'importe quel entrepreneur, de discuter avec lui et au bout d'une demi-heure qu'il conçoive qu'effectivement, grâce aux mathématiques, il va pouvoir améliorer, il va pouvoir innover, il va pouvoir innover dans son domaine. Voilà, donc, et les applications que nous avons vont dans tous les domaines. Bien évidemment, il y a une grosse partie maintenant sur les données, puisque tous les industriels nous disent « j'ai des données, haha, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Alors, cet effort est soutenu maintenant dans le cadre de Sky, cet institut sur l'intelligence artificielle que Sorbonne Université a mis en place. Et donc, nous travaillons dans ce sens-là pour faire comprendre aux industriels que, certes, ils ont des données, certes, ils ont beaucoup de données, qu'ils aimeraient mettre de l'intelligence dedans, mais qu'ils n'oublient pas que ces données sont justement là où il n'y a pas d'innovation. Hein, l'innovation, elle est à côté. Donc, il faut utiliser ces données-là et des modèles mathématiques et des modèles conçus à l'image de ce qu'ils veulent faire pour être capable, à partir de cela, en combinant les deux, d'être capable de faire de l'innovation. Voilà. Donc, le temps est en train de s'écouler. Donc, ces relations partenariales, eh bien, on a pu les faire grâce à l'intelligence de nos chercheurs, à l'intelligence aussi de l'administration, qui n'avait pas vraiment l'habitude au début d'avoir, en particulier en mathématiques, des relations avec le milieu industriel. La notion de propriété intellectuelle en mathématiques est un peu compliquée à gérer. Et donc, plusieurs fois, l'administration ne savait pas faire, mais a été de tellement bonne volonté que nous avons réussi à dépasser les difficultés et proposer des solutions qui sont totalement viables et qui nous permettent de collaborer en parfaite franchise avec nos partenaires industriels. Cette collaboration fait intervenir, bien évidemment, des mécaniciens, des biologistes, des médecins, des mécaniciens quand on en a besoin. Nous ne sommes que mathématiciens. On essaie d'être ouverts sur le monde, de comprendre la problématique des gens qui sont en face de nous, et qui, je rappelle, souvent ont un bagage mathématique important. Ce bagage mathématique leur fait parfois imaginer des idées, mais qu'ils n'ont pas forcément la possibilité et pas le temps de pousser plus loin. Donc, ils la mettent dans un tiroir. Donc, on est là un petit peu pour les aider à sortir l'idée qu'ils ont dans le tiroir et d'essayer de la mettre en place pour justement faire de l'innovation. Alors, le message que je voulais adresser peut-être pour les jeunes étudiants, s'il y en a dans la salle, si vous voulez faire de la biologie poussée, et que vous aimez bien les mathématiques, eh bien faites des mathématiques parce que vous pourrez faire des mathématiques appliquées à la biologie. Si vous aimez la médecine, vous aimez le contact et que vous aimez aussi les mathématiques, faites des mathématiques parce que vous pourrez très bien collaborer avec des médecins sur des sujets importants. Et quand j'étais directeur du laboratoire Jacques-Louis Lyon, j'ai mis en particulier un écran dans lequel on voit des cœurs qui battent, des poumons qui respirent, et qui permet de comprendre que les mathématiques sont au cœur de ces réalisations. Bien évidemment, si vous aimez la chimie, en particulier la chimie fondamentale, et que vous aimez aussi les mathématiques, toute la foule répond. Voilà. Bon, donc, vous avez compris, si vous faites des mathématiques, en particulier des mathématiques appliquées, eh ben, ça sera une source de joie et de découverte sans nul autre pareil. Ce que je voudrais dire aussi aux industriels, c'est que, oui, vous avez des mathématiciens, et nous aussi, on est là pour ça, c'est notre métier. Hein. C'est notre métier d'innover, d'inventer des nouvelles choses, et donc on est tout à fait prêt maintenant, on n'est plus dans notre tour de Babel, on est prêt pour travailler avec les industriels, le temps qu'il faut, pour justement arriver à sortir les idées qui sont dans le tiroir et en faire des produits innovants pour que l'entreprise, dans son domaine, soit le roi du pétrole.
Je voudrais rappeler aussi que bien que nous soyons à l'université, nous sommes tout à fait compétents pour faire ce genre de choses. Je voudrais rappeler quand même que la meilleure recherche se fait aussi, je dirais même principalement, à l'université. Il y a de très très bons chercheurs dans les laboratoires des écoles, mais quand on regarde les volumes, il n'y a quand même pas photo. Donc il ne faudrait pas que les industriels nous oublient. Nous sommes aussi là pour être capable de travailler avec vous sur la transformation des inventions de nos chercheurs en des produits innovants. Et sur les politiques, je voudrais rappeler aussi que la recherche, en mathématiques en particulier, mais de façon plus globale, est source d'innovation, mais que tout ça prend du temps. Il faut aller vite, j'ai bien compris. Il n'empêche que je ne demande pas 4 ans, 5 ans comme un produit de recherche, mais quand même, il faut du temps, c'est-à-dire qu'il faut du temps pour s'apprivoiser, il faut du temps pour collaborer. Et donc, ça commence par des petits contrats à 20 000, à 50 000 euros, qui ont mis chacun 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça marche. C'est-à-dire qu'au bout de une année de ce type de petite collaboration, on arrive à élaborer des collaborations avec une meilleure connaissance l'un de l'autre, une meilleure connaissance de chacun des interlocuteurs, incluant les services administratifs de l'université et aussi la partie juridique, et que nous sommes tout à fait capables d'avancer de façon durable en ayant un objectif de vous aider à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, de lever des produits nouveaux, mais en ayant aussi le fait que la collaboration s'établit sur la durée. Voilà. Merci. C'était moi qui commençais à vous faire subir la pression du temps, mon cher Yvon. Il y a un autre grand défi pour les entreprises, c'est tout ce qui relève de l'intelligence artificielle. On va voir en particulier comment celle-ci peut être mise au service du tourisme grâce à notre intervenant suivant, c'est Milan Stankovic, qui est le fondateur de CEPAGE. Bonjour, je suis Milan Stankovic et j'ai eu la chance et l'honneur de faire ma thèse à Sorbonne Université. À l'époque, c'était Paris 4. J'ai fait ma thèse au laboratoire STI, qui peut paraître étonnant qu'il y ait un informaticien en intelligence artificielle dans une université plutôt lettres, mais voilà, l'informatique a des différentes facettes et on l'étudie partout. Et donc l'innovation aussi peut venir de partout, c'est un peu le message que je souhaite vous faire passer. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2012 à Paris 4 et j'ai tout de suite après créé une start-up. Ça m'a toujours attiré, j'ai même fait ma thèse dans une start-up, c'était une thèse CIFRE. Je pense que vous connaissez la plupart de vous ce système où on fait une thèse en étant dans une entreprise qui permet d'avoir un peu de voir des deux mondes. Et c'est bien aussi de faire une thèse dans une start-up parce qu'on découvre comme ça comment fonctionne une start-up. Ce n'est pas une entreprise classique, c'est tout à fait un autre animal. Et donc, après ma thèse, j'ai vite créé la société. J'ai trouvé des investisseurs qui m'ont suivi de la start-up où j'étais, qui étaient investisseurs de cette société. Et ma nouvelle société, elle avait été complètement dans la continuité de mes recherches en intelligence artificielle, mais appliquée sur un nouveau domaine qui était le domaine du tourisme. Dans cette création, j'étais vraiment gâté par la Sorbonne Université, si je peux dire, même si toutes les institutions d'accompagnement qui existent aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. Mais il existait une volonté d'être au service de l'innovation, il existait quelques institutions. Agoranov existait déjà, j'étais hébergé par Agoranov, j'ai beaucoup profité de cet hébergement, merci aux membres d'Agoranov qui sont avec nous aujourd'hui. Et puis, avec le laboratoire, j'ai continué à collaborer. Nous avons fait une thèse CIFRE, et ce qui a permis de continuer les recherches et les échanges avec mon laboratoire, donc de créer de nouvelles innovations qui ont devenu des nouveaux produits de l'entreprise. Le chercheur CIFRE, il a fait sa thèse avec grand succès. Il est aujourd'hui maître de conférence dans le laboratoire. Il a retourné, il est ici avec nous. Donc voilà, le milieu start-up et entreprise et université, c'est un ping-pong qui est tout à fait naturel. Donc, qu'est-ce que faisait mon entreprise?
très simplement, ce sont des technologies d'analyse de données qui s'appuient sur quelque chose qui s'appelle web sémantique. Ce sont des bases de connaissances qui permettent aux machines d'être plus intelligentes. Donc de dire quand vous êtes sur un site de tourisme, par exemple, vous cliquez sur Biarritz, sur une offre qui est Biarritz. Aujourd'hui, la machine, elle sait juste que Biarritz, c'est un mot. Voilà, c'est très simple. Mais les technologies que nous avons développées permettent à la machine de savoir que Biarritz n'est pas qu'un mot, que c'est une ville, que c'est à la côte, qu'on y fait du surf, qu'il y a la plage, qu'il y a le soleil, qu'il y a la cuisine basque et qu'on peut y aller pour toutes ces raisons. Donc la machine peut pouvoir deviner pourquoi la personne a cliqué ça et comment être plus intelligente, faire des propositions plus intelligentes. Sans nuire du tout à la vie privée de la personne, sans chercher à connaître qui il est, qu'est-ce qu'il a fait avant, combien de temps il est venu sur ce site. En fait, elle peut s'en passer complètement. Donc cette innovation a intéressé beaucoup d'acteurs sur le marché et après 3-4 ans, nous avons commencé à avoir des offres de rachat. Nous avions fait déjà des preuves de marché. Il y avait la plus grande agence de voyage française qui était notre client, avec qui on développait nos innovations. En fait, on les déclinait à leur manière. Et donc, nous avons eu des offres de rachat. Et en 2017, nous avons vendu la société à un acteur toujours français, mais plus grand. Nous avions aussi d'autres acheteurs possibles, mais finalement, c'était celui-là qu'on a choisi. Donc, voilà, si je peux juste profiter des quelques secondes qui me restent pour vous faire passer un message qui me paraît important. On parle beaucoup de ces distinctions scientifiques et entrepreneurs. On me pose beaucoup la question, qu'est-ce que je suis ? Et souvent on conclut que je suis ni l'un ni l'autre, mais en fait je suis les deux. Je suis scientifique et je suis entrepreneur. Et pourquoi ? Parce qu'au fond c'est la même chose, si vous voulez. Si on fait la science, c'est pour faire avancer le monde. Si on crée une société innovante, je ne dis pas si on crée une société d'assurance ou de banque, c'est clair qu'il n'y a rien d'innovant et nos motifs sont ailleurs. Mais si on crée une société innovante, alors c'est pour aussi faire avancer le monde. Donc quelque part, ce sont deux facettes de la même chose et c'est tout à fait naturel que des scientifiques créent des entreprises. Voilà. Merci infiniment, Milan. Le dernier intervenant de cette séquence, il va nous parler d'un autre domaine d'innovation majeure, c'est celui des objets connectés et de la manière dont on peut améliorer leur autonomie. C'est Wilfried Dron, qui est le cofondateur et le CEO de Wisebat. Bienvenue, Wilfried. Merci beaucoup de m'avoir convié ici. C'est un moment qui est assez fort pour moi et c'est émouvant parce que c'est finalement la poursuite d'un parcours. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais un rêve. C'était de me dire, voilà, si jamais je peux inventer quelque chose qui peut sortir de ma tête, peu importe l'impact, mais qui peut améliorer un peu le monde dans lequel je vis, il faut que je le fasse. Et donc c'est un petit peu ce qui m'a amené sur les pistes de la thèse, parce que j'ai fait une thèse de doctorat au laboratoire d'informatique de Paris 6, donc en informatique télécom et électronique dans l'équipe Ciel. Et donc c'est un petit peu ce qui m'a amené à vouloir faire une thèse, à vouloir devenir chercheur. Un jour, dans ma thèse, donc, qui portait sur initialement l'architecture des réseaux de capteurs sans fil, j'ai eu une discussion avec un ancien chercheur sur ce qu'on appelle la polysomnographie. Donc, la polysomnographie, c'est finalement l'étude de l'apnée du sommeil. Et figurez-vous que c'est une maladie qui touche 5% de la population. Mais au-delà de ça, en fait, pour mesurer l'apnée du sommeil, on va équiper les personnes qu'on estime en souffrir d'un tas de capteurs avec plein de fils partout. C'est à se demander si la personne va réussir à avoir un sommeil correct. Donc, un des sujets qu'on avait eu, effectivement, c'était de se dire, ok, ça pourrait être génial de remplacer les fils, finalement, par de la communication sans fil. Qui dit communication sans fil dit batterie, et qui dit batterie dit autonomie. On n'a pas envie qu'au milieu de la nuit, l'électrode s'arrête et ne puisse plus prendre les mesures. Donc, ça a été un de mes premiers sujets. À l'époque, on avait des moyens quand même assez limités et une fenêtre de tir en termes de temps qui était aussi limitée. Et donc, du coup, il fallait trouver une solution assez rapide, assez efficace. Donc, j'ai cherché un outil qui me permettait de simuler au début du cycle de conception et d'estimer l'autonomie de cet appareil-là. J'en ai pas trouvé. Long story short, étant ingénieur, je me suis dit, je vais le développer, en 3 semaines, ça va être réglé, on va pouvoir avancer. Mais pas du tout. En fait, c'est devenu mon sujet de thèse. Et donc, j'ai développé durant ma thèse un outil de simulation.
en parallèle, pendant ma thèse, j'ai aussi eu la chance de collaborer avec ce qu'on appelle l'European Institute of Innovation and Technology, puisque j'étais un des premiers thésards innovation entrepreneuriat, et ça m'a permis de partir 6 mois en Suède et de faire une collaboration avec le Swedish Institute of Computer Science, et de me rendre compte, en Suède, dans une équipe, dans un labo qui fait des choses complètement différentes, qu'ils ont exactement les mêmes problèmes. À savoir, c'est très très difficile d'estimer les performances d'un système tout au début de sa conception. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, il y a quelque chose à faire. Je me suis rapproché de mes encadrants de thèse. On a commencé à échanger avec la DGRTT et la SAT et on a déposé un brevet. Suite à ça, en fait, on a entamé, alors j'ai soutenu ma thèse, effectivement, puis on a entamé un programme de maturation avec la SAT, et c'est là en fait où on a pu dérisquer toute une partie du projet, étudier le marché et essayer de comprendre comment on pouvait transformer cette idée en entreprise. On a effectivement créé la boîte à la suite du projet de maturation, et puis on a été accueillis et incubés chez Agoranov. Et aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Wisebat. Et pour vous donner une petite métaphore, dans l'industrie de l'automobile, il y a une quarantaine d'années, quand on voulait concevoir une nouvelle voiture, on fabriquait un prototype, on mettait des capteurs, on faisait un crash test, on itérait comme ça. Aujourd'hui, plus personne fait ça, tout le monde fait ça en simulation numérique. Et ça a fait gagner des milliards et des années dans le développement. Et figurez-vous qu'en petit témoin électronique, on a toujours les réflexes de l'industrie de l'automobile il y a 40 ans. Et nous, on leur propose une solution de simulation qui permet de prévoir tous les aspects d'un système au début de sa conception. Et ça, en fait, c'est pour moi un espèce d'achievement, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on va accueillir un doctorant en collaboration avec toujours le LIPSIS, toujours l'équipe Ciel. Et puis au-delà de ça, pour moi, c'est une concrétisation de mes résultats de recherche. Quand on est doctorant, en gros, on a deux options après la thèse. Soit on fait le parcours qualif, on cherche un poste, soit on part dans l'industrie. Et en fait, c'est assez dommage parce qu'en réalité, il y a une troisième option, qui est celle que j'ai choisie, mais que certains de mes collègues ont choisi également, qui est en fait de créer une start-up. Et la start-up, elle va finalement servir de véhicule pour permettre de rendre cette innovation et ces travaux de recherche concrets. Voilà. C'est un peu l'histoire de mon parcours. Aujourd'hui, notre entreprise elle accompagne des projets dans 58 pays différents. On a lancé le produit il y a 1 an, on a déjà accompagné 1000 projets hardware. Et puis parmi ces projets-là, on a des trackers qui vont permettre de protéger les animaux en voie de disparition lors du braconnage. On a des électrocardiogrammes pour femmes enceintes dans les pays du tiers-monde. Et on a aussi des détecteurs de pollution d'eau dans les puits. Alors même si on n'est qu'un tout petit maillon dans la chaîne, aujourd'hui, je suis content de dire que j'ai eu mon petit impact sur le monde d'une idée qui a émergé, qui a pu sortir de ma tête. Et donc, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Merci. Merci beaucoup. Restez là, puisqu'on va maintenant passer à la séquence un peu plus chorale. Je vais inviter l'ensemble des participants à cette séquence à nous rejoindre. Milan Stankovic, venez nous rejoindre. Yvon Madé, venez reprendre place sur cette estrade. Rami Iskander et Nicolas Treps. Alors, peut-être la première question à partager avec vous, chers amis. Je rebondis sur ce qu'évoquait tout à l'heure Milan Stankovic, qui nous disait, quand on me demande est-ce que tu es plutôt chercheur, plutôt entrepreneur, je dis qu'en fin de compte, ce sont les deux facettes du même projet. À vous entendre, effectivement, tout ça a l'air très simple, d'avoir le meilleur des deux mondes. J'imagine quand même qu'au quotidien, c'est un peu plus compliqué que cela. Y a-t-il des moments où, en fin de compte, cette double identité, le fait d'avoir deux types de responsabilités, c'est entre autres ce que nous expliquait Nicolas, le choix que vous avez fait finalement de décorréler votre activité de chercheur et celle de dirigeant de l'entreprise, même si vous restez au cœur de celle-ci. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, pour les vocations que vous avez peut-être déjà pu susciter ce matin, qu'est-ce qui est le plus difficile à concilier au quotidien? Nicolas, peut-être, que vous l'évoquiez. Voilà, moi justement, j'ai décidé de ne plus m'occuper de l'entreprise. C'est-à-dire que 90% de mon temps est consacré à ma recherche parce que j'ai bien vu la première année de création de l'entreprise où là, il a fallu s'occuper de tout. À la fin de l'année, on a quand même envie de tout arrêter. Il faut le dire assez sérieusement, c'est extrêmement difficile. Et je pense que vraiment, ça dépend des gens. Ce qui est important, je pense, dans ces processus d'innovation, c'est que ce qu'on essaye de vous raconter ici, ce sont simplement des exemples, mais ce ne sont pas des modèles. C'est-à-dire que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, comment on gère son métier de chercheur, son innovation. Le tout, c'est de participer, comme on peut, avec ses propres moyens, à ce transfert de technologie.
Tout c'est extrêmement modulable. Milan, qui visiblement est très inspiré par le... Oui, en fait, ce que je veux dire, il n'y a pas de méthodologie pour créer des entreprises. Nous sommes tous scientifiques, on a l'habitude d'avoir des méthodologies. On prend une méthodologie, on fait quelque chose et on a systématiquement un résultat plutôt cohérent. Dans le cadre de création d'une entreprise, ça n'existe pas. En fait, quand ça sera inventé, on pourra tous créer des entreprises qui auront tous de succès. Moi, je le souhaite, mais aujourd'hui, nous n'avons pas cette méthodologie, malheureusement. Donc voilà, ça dépend beaucoup des hommes. Moi, je m'y plais dans le rôle de businessman. J'aime négocier, j'aime le business. Il y a des gens qui l'aiment moins. Après, vous ne savez pas avant d'essayer. Vous verrez, en fait. Et vous vous débrouillerez comme vous vous êtes débrouillé dans des difficultés dans votre thèse et dans d'autres situations. Si vous me permettez un commentaire, moi qui suis un vieux crabe de l'accompagnement de la création d'entreprise, parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille et j'écris là-dessus, je suis plutôt d'accord avec vous. Je n'ai pas encore identifié le modèle unique. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement modulable. Qu'est-ce que vous en dites, Rami Iskander, Yvon Madet et puis bien sûr Wilfried? En fait, moi... Allez-y, tous les micros sont ouverts normalement. En fait, moi, quand parlez bien près en revanche du micro, si vous voulez bien. Il est ouvert. Quand j'ai essayé de créer l'entreprise, en fait, j'étais enseignant-chercheur, j'ignorais tout ça. Mais quand même, on a beaucoup de chance d'être à l'UPMC, en fait, à la Sorbonne, parce que j'ai fait une faute de déontologie. La Sorbonne m'a soutenu dans cette histoire. Donc, par exemple, il y a beaucoup de dispositifs qu'on ignore comme enseignant-chercheur. Ce n'est pas 25.1, 25.2. Il y a beaucoup d'autres dispositifs qu'on ne connaît pas, que les chercheurs ne connaissent pas. Par exemple, il y a un accompagnement financier quand on fait le transfert de la technologie entre la Sorbonne et la start-up, que j'ignorais complètement et qui m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup d'autres dispositifs comme ça. Donc, le craint, ce n'est pas de faire le transfert. Le craint chez le chercheur, c'est que j'ai entendu ça beaucoup. Il y a des chercheurs qui sont venus me voir, ils disent que tu as réussi, mais moi, je ne veux pas que la Sorbonne prenne mes innovations et je fais ça à la maison, je veux que ce soit à 100%. Si vous gardez l'innovation à 100%, vous n'allez rien faire, honnêtement. Parce qu'en fait, vous devez gérer l'humain, vous êtes le CEO d'une boîte, ça veut dire que vous allez déléguer tout votre savoir-faire pour 15 personnes qui vont continuer à innover. Et un investisseur va éviter de discuter avec vous si vous êtes dans l'optique de 100%. Il faut déléguer parce que un jour, je vais disparaître, il faut que la boîte reste. C'est ça la valeur que cherche un investisseur aujourd'hui. Les investisseurs, en général, regardent au-delà du projet et même du business model d'une entreprise. Ils voient l'équipe, hein, les femmes et les hommes. Et ça doit forcément être au pluriel pour les côtoyer régulièrement. Je ne peux que confirmer ce que vous nous dites. Votre point de vue sur cette question, et Yvon Madet, vous qui côtoyez le monde des startups, mais aussi des très grands groupes, finalement, autour de cette passerelle entre recherche et entreprise. Alors, d'une part, je n'ai aucune expérience. Je n'ai qu'une expérience là-dessus que par contact. Oui, mais justement, des contacts divers. Donc, je me dis que votre point de vue est intéressant. Alors, peut-être le message à rappeler pour les jeunes qui veulent rentrer dans ce type d'initiative, c'est que l'échec n'est pas là où ils croient. Ils peuvent rassurer leurs parents là-dessus. Créer une start-up, on risque de rater. On risque d'en créer une autre. Ça n'est pas raté, ça n'est pas un échec. Et souvent, même on lance une entreprise et à un moment, il faut faire un pivot parce que le modèle économique n'est pas là où on le pensait initialement. Absolument. Donc, vous pouvez avoir une idée, et il y a plusieurs chefs de start-up qui m'en ont parlé. On a une idée au début, on crée la start-up, et puis le marché n'est pas exactement là où on pensait, et donc on fait évoluer l'idée. Et donc, ça permet de faire rebondir la start-up, ça permet de l'orienter différemment pour qu'elle réussisse, ou alors ça entraîne qu'on va mettre la clé sous la porte. Mais on a acquis là une expérience incomparable, une expérience qu'on ne peut pas acquérir à l'université, qu'on ne peut pas acquérir non plus dans une école, une expérience de terrain qui va permettre de rebondir, à condition qu'on en ait envie, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que le message important à dire, quand une start-up s'arrête, c'est dommage, mais ça n'est pas un échec. Ça permet de rebondir, de créer derrière une nouvelle start-up qui va tenir compte de cette expérience et qui va sans doute réussir après. Wilfried, vous qui avez l'expérience la plus récente à la fois en tant que docteur et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je souscris à tout ce qui a été dit auparavant, c'est des points de vue que je partage. Pour moi, en fait, le métier d'entrepreneur et doctorant est très similaire. En réalité, on cherche. Mais quand on est dans la recherche, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver. Et c'est la même chose en fait quand on monte sa boîte, ça a été dit à plusieurs reprises, mais on a une idée en tête, on se dit ça doit être à peu près comme ça va donner à peu près ça. Et en réalité, l'expérience et le chemin qu'on parcourt
va changer finalement l'issue de cette grosse équation. Moi, je résumerai mon point de vue par juste une différence, et j'aime beaucoup cette métaphore, c'est que pour moi, dans le milieu scientifique, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à prouver ses résultats, à prouver ses hypothèses, alors que dans le domaine du business, on ne va pas tuer l'ours si on n'a pas vendu la peau. Et c'est un peu la différence. Je peux vous la reprendre, cette formule? Oui, allez-y, pas de problème. Pas de problème. C'est un peu la différence, c'est un peu ce qui a été compliqué pour moi de comprendre au début, et notamment dans la relation investisseur, parce qu'on a toujours tendance à parler que de ce qu'on est capable de faire à l'instant T. Sauf qu'en réalité, une entreprise, c'est une expérience sur plusieurs années dans l'avenir. Donc là où, quand on est scientifique, on va se projeter aux résultats qu'on a sous les yeux, dans le rôle d'entrepreneur, il faut partir plus loin. Il faut vraiment avoir cette vision vers l'avant. Alors justement, je rebondis sur ce que vous évoquez, Wilfried, parce que je voyais tous vos homologues effectivement approuver vos propos. On est là bien évidemment pour nourrir un imaginaire positif sur cette rencontre entre le monde de l'entreprise et ce monde de la recherche, mais en effet, on est là aussi pour rester ancré dans le réel. Et le réel, vous nous l'indiquez, c'est parfois compliqué. Il y a une dimension importante, c'est que dans tous vos domaines extrêmement pointus, la confrontation, la compétition, si vous me permettez ce mot, entre chercheurs, elle est internationale. Et donc, entre entreprises, elle est également internationale. Quel est votre point de vue, justement, parce que j'imagine que vous confrontez vos expériences avec celles de vos homologues dans d'autres pays où on travaille activement sur les domaines de recherche qui sont les vôtres. Est-ce que vous avez l'impression que le système d'accompagnement français fonctionne correctement ? Objectivement, on peut dire qu'en termes de création d'entreprise, il n'y a plus vraiment de handicap. On voit qu'il y a encore peut-être des choses à développer pour l'accélération des entreprises. Je voudrais vous faire réagir sur une phrase qui m'avait beaucoup marqué. C'était l'un de vos homologues, c'était Bertin Naum, qui venait de l'université de Coventry et de l'INSA Lyon et qui a créé une entreprise qui s'appelle MedTech. Et il l'a revendue. Il se trouve qu'on se connaissait bien. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Et il m'a dit, j'ai revendu parce que dans la compétition internationale, en France, j'avais l'impression de lutter avec des boulets aux pieds. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, pour moi, il y a deux questions. La partie accompagnement et transfert, quand on vient du milieu de la recherche, moi, j'ai vraiment été entouré tout au long de mon parcours de très très belles personnes et je suis vraiment très heureux. Je pense que rien de ce que j'ai fait aujourd'hui n'aurait été possible sans l'ASAT, sans l'IIT, sans Sorbonne, sans la DGRTT, sans toutes les personnes qu'il y a derrière ces noms-là, sans Agoranov aussi, pas oublier. Après, il y a juste un point que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, le concept en France de spin-off est quelque chose qui n'existe pas. Si on fait une comparaison avec le monde anglais et américain, il n'y a pas ce soutien, ou en tout cas, je ne le ressens pas. C'est que mon opinion, je peux me tromper. Mais il n'y a pas ce soutien qu'on va voir dans ces pays-là. Et puis par ailleurs, pour la compétition internationale, je considère qu'en fait, pour moi, la compétition, c'est quelque chose qui est naturel et healthy, enfin, qui est très bon. Une émulation. C'est une émulation, de la même manière qu'on parle de compétition. C'est ça. Ouais. De la même manière qu'on parle de compétition pour des conférences entre différentes équipes. Pour moi, là où on est compétiteur, on peut être aussi en collaboration et en co-construction. Et donc finalement, voilà, on peut voir les choses des deux aspects. Dans tous les cas, c'est une règle dans laquelle il faut évoluer. Entrepreneur, ça rime avec même pas peur, d'ailleurs, au passage. Nicolas, je vous voyais envie... Oui, juste deux petits mots. Alors effectivement, pour la compétition internationale, c'est vrai un peu partout, mais en tant que chercheur, c'est quelque chose dont on a vraiment l'habitude. Nous, notre entreprise, la Calebs, très naturellement, les marchés en fait, sont absolument pas limités à la France. Nos premiers clients, ça a été des Japonais, par exemple, parce que c'est eux qui innovent en termes de télécommunications. Donc on fait ça, on en a l'habitude. Dans l'autre partie de la question, qui est les outils d'accompagnement. Alors, voilà, on ne peut pas dire que tout va bien, parce qu'il y a toujours des difficultés. C'est intéressant de comparer les systèmes. Il y a des avantages à ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Je pense que quand on démarre une entreprise, on est plutôt bien soutenu, notamment lever des fonds, finalement, ça n'a pas été si difficile de trouver, que ce soit au niveau des investisseurs ou des institutions publiques, on a trouvé pas mal de soutien. Déposer les brevets, ce n'était pas très difficile. Il reste des aspects, il faut quand même le dire, des aspects juridiques qui sont compliqués. Le millefeuille juridique en France est extrêmement compliqué et c'est une partie qu'il ne faut pas négliger parce que c'est très important pour la survie de l'entreprise. Donc si j'avais un message des choses à améliorer, je pense qu'il faut se pencher sur ce point-là qui est un point extrêmement délicat. Je n'ai pas de solution miracle à donner malheureusement.
Je me dis que c'est un constat qu'on pourrait peut-être retrouver dans les autres séquences. Milan. Oui, moi je voudrais juste ajouter quelque chose qui est une expérience dans mon domaine qui est l'informatique. Ailleurs, peut-être c'est différent. Mais nous sommes effectivement en France plutôt favorisés par l'accompagnement, que je trouve être meilleur que ce que mes collègues ailleurs ont pu avoir dans d'autres pays. En revanche, nous sommes pénalisés sur l'argent. Nous avons des compétiteurs. Notamment pour l'accélération, pour l'accélération, tout à fait. Nous avons eu un cas, IBM avait lancé un spin-off avec une technologie Watson très puissante qui était notre concurrent. En fait, il a vu notre modèle sur le marché du tourisme et il s'est dit, tiens, on va faire la même chose, mais avec 1 milliard de budget communication et marketing. Notre budget communication et marketing était de quelques dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on voit dans les startups. Et pourtant, donc nous avons beaucoup, en France, eu beaucoup d'expérience avec les startups. Nous avons compris que les startups informatiques françaises diffèrent de celles aux États-Unis. Aux États-Unis, on peut faire un effet hype. Tout le monde veut ça, donc on va faire des Facebook, des Twitter. En France, on n'est pas capable de séduire tout le monde à passer à notre mode de vie. En revanche, on est capable d'avoir des technologies qui marchent, qui sont peut-être plus puissantes, qui sont plus solides, d'être un peu mieux accompagnées, et d'avoir des boîtes technologiques intenses où il faut de la marque, et il faut l'argent pour le marketing. Et c'est là où je pense qu'on ne met pas assez. C'est là où il faut insister que les levées de fonds initiaux soient plus... voilà, que les enveloppes augmentent. Rami, dans votre domaine, la microélectronique, où là, pour le coup, la compétition internationale est extrêmement âpre. Donc en fait, par exemple, Indento a beaucoup de résistance sur le marché aujourd'hui, notamment des Allemands. Donc on a fait quelques articles depuis quelques jours, parce qu'en fait, nos produits viennent après 40 ans d'échec dans ce domaine. Donc j'ai décidé d'éduquer le marché, parce que dans ce domaine, il n'y a pas de commerciaux qui peuvent vendre ce genre de logiciel. Donc j'ai moi-même d'éduquer le marché, donc j'ai fait quelques preuves mathématiques sur LinkedIn qui montrent que ce domaine n'est pas un hard et c'était maltraité depuis 40 ans. Je reviens juste à la question de... Vous êtes chercheur, donc il faut chercher de l'argent de l'Europe, en fait. Ça, c'est de l'argent gratuit, non dilutif. Donc j'ai découvert après 4 ans que l'investissement que j'ai eu, c'est de l'argent négatif. Donc je vais chercher de l'argent positif. Donc j'ai déposé, j'ai levé 2,5 millions, mais j'ai gagné 2 millions de l'Europe, en fait, à cause des idées que j'avais, que j'ai déposé des projets. Donc le chercheur, vraiment, peut ramener beaucoup d'argent pour développer sa boîte sans que ce soit dilutif. La deuxième truc, pour les États-Unis, j'ai eu une chance de gagner un projet Impact où je suis allé pour être formé aux États-Unis pendant 3 mois, où j'ai rencontré des chercheurs français et américains qui ont été financés par les États-Unis, en fait. Et j'ai trouvé un cas qui... les États-Unis, on cherche que des licornes. Okay? Donc il a pris 100 millions de dollars comme investissement. Mais au bout d'1 an, tout le département a été convoqué pour un petit déjeuner. 15 minutes, la boîte a été fermée. Donc il a perdu 100 millions de dollars dans 15 minutes. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en Europe, on va avec des pas lents, mais plus sûrs. Mais aux États-Unis, on peut apparaître le jour, le lendemain, on va disparaître, sans problème. Il n'y a pas d'état d'âme, en fait, l'argent aux États-Unis. Vous avez raison de nous rappeler ça, les échelles de temps. Hein, et comme le dirait Eric Orsena à propos des entreprises, l'urgence, c'est le long terme, quand même. Voilà. Yvon Madel, vous allez me dire que je ne suis pas entrepreneur, mais quand même, puisque Carnos Mize travaille justement sur la recherche partenariale, j'imagine que sur ces enjeux et éventuellement ces études comparées à l'échelle internationale, vous avez 2 ou 3 choses à partager avec nous. Éventuellement, oui. Donc les outils marchent, les outils sont très bons. Au niveau du CIR, ça marche, les rapports le disent. Que le monde envie à la France, hein, le oui. Crédit Impôt Recherche, hein, mais aujourd'hui. Bon, ça pourrait encore mieux marcher, c'est-à-dire que dans les grands groupes, le CIR ne va pas vers les équipes qui ont le dynamisme pour venir nous trouver. Il retourne dans le département à un niveau N+2, N+3 et il ne le retrouve pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont de ce fait pas incités à faire des collaborations partenariales avec le milieu académique. Et dans les petites boîtes, il y en a combien qui découvrent d'abord le process en discutant avec nous, quand on leur dit que la recherche que l'on
prévoient avec eux à un coût, mais qu'ils n'auront à payer que 40% de ce coût-là, soit ils le découvrent, soit ils disent j'ai déjà essayé mais c'est trop compliqué, soit ils le découvrent, ils l'ont mis en place et c'est quelque chose qui va leur arriver plus tard et que donc pour le moment ça ne leur permet pas de réellement démarrer la recherche. Donc à ce niveau-là, même si effectivement c'est un élément qui est appréciable et envié, je crois qu'on peut encore faire mieux pour mieux utiliser cette possibilité. Je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, revenir sur le cœur de vos recherches et sur le domaine qui vous réunit, c'est celui de la ville intelligente et de la mobilité. Dieu sait si ce sont des zones de subduction dans notre quotidien. C'est compliqué, donc on attend des nouvelles solutions. Donc je vais vous poser une question de journaliste à 2 €. Faites-nous un peu rêver. Quelles sont les applications sur lesquelles vous êtes en train de travailler et que vous pouvez partager avec nous ce matin et qui pourraient nous faciliter le quotidien à terme plus ou moins rapproché? Rami, vous êtes très motivé, allez-y. Faites-nous rêver. Faites-nous espérer en des mains un peu plus fluides en matière de mobilité. En fait, par exemple, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle toujours des algorithmes d'apprentissage et de deep learning. Moi, tout ça, j'ai découvert après ma thèse, quand j'ai monté la boîte, je ne savais pas tout ça. Au sein d'Intent, aujourd'hui, on a créé un nouveau type de neurones qui n'a pas besoin d'apprentissage. Il n'y a pas ni deep learning, ni machine learning. On a découvert que quand on fait collaborer ces deux neurones ensemble, on peut baisser les calculs de 45 000 calculs pour résoudre un problème à 5 000 seulement. Cela veut dire que même les machines qu'on a et qu'on a toujours dit attribuer la vitesse au matériel, ce n'est pas vrai. On peut, avec les matériels actuels, aller beaucoup plus vite, en fait. Nicolas. Oui, alors moi je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que vous pouvez rentrer dans les détails. Voilà, nous, on travaille, c'est vraiment... alors, il y a des applications très industrielles, donc effectivement, elles font moins rêver, on va dire, dans notre vie de tous les jours, même si on va améliorer les process. Mais on va pouvoir installer des communications là où elles n'existaient pas. On va éventuellement rendre possible le déploiement du 5G. Alors, on peut se poser la question, est-ce vraiment nécessaire? Mais ça, ce n'est pas notre question, finalement, en tant qu'industriel. Un de nos investisseurs qui est amusant, c'est public, c'était Safran. Et Safran a investi chez nous parce que ils veulent améliorer les communications à l'intérieur des avions. Safran est en fait le propriétaire d'une entreprise qui est le premier câbleur d'avions. Et c'est à la fois un géant de l'avionique. Voilà, c'est un géant de l'avionique, mais des avions civils. Et à la fois, alors c'est pas uniquement pour pouvoir regarder des films dans l'avion, mais c'est pour pouvoir rendre vraiment très sécurisé, puisque toutes les commandes à l'intérieur de l'avion sont faites à travers des câbles. Et si on peut remplacer des câbles électriques par des câbles optiques, on gagne beaucoup en poids et en sécurité. Donc ça, c'est un des grands défis qui va arriver. Milan ? Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il faut un rêve. Parce que la ville intelligente, c'est... Le carbure qu'à ça, vous savez. Voilà, c'est un domaine où, effectivement, les technologies commencent à être de plus en plus mûres et à pouvoir délivrer vraiment des choses qui font rêver. Et moi, mon rêve, c'est parce que je suis parisien et j'ai un peu horreur de tous les travaux et de toute cette idée, est-ce qu'il faut des voitures ou pas des voitures. Moi, mon rêve... C'est très fédérateur. Mon rêve, c'est Paris, ville sans conducteur. Donc avec voiture, mais sans conducteur, qu'il n'y ait aucun conducteur, qu'on se transporte tous électriquement. Voilà. Et je pense ramener la sérénité dans les transports parisiens. Exactement, mais il faut se donner un rêve, comme le rêve américain d'envoyer un homme à la Lune et se dire, nous, à Paris, dans 10 ans, voilà, on va tous se mettre autour d'une table, Sorbonne Université, tous, et on va produire cette ville sans conducteur. Ça, c'est un vrai rêve. C'est une phrase de T.S. Eliot, le poète, qui disait « Seuls ceux qui ont pris le risque d'aller trop loin savent jusqu'où on peut aller ». Voilà, c'est un bon résumé de l'esprit d'entreprise. Wilfried, objet connecté. Alors, moi, mon rêve va être un tout petit peu plus terre-à-terre, un tout petit peu plus technique, mais c'est pas grave. En fait, je pars du constat que toutes les innovations sociétales qu'on a pu avoir, elles se sont faites avec ce qu'on appelle généralement du hardware. Et c'est finalement ce qu'on fait globalement. Des mathématiques aussi, hein, bien sûr, mais surtout... Parce que sinon, il vous tomber dessus à la pause, on le connaît. Mais surtout du hardware. Et en fait, aujourd'hui, si on regarde un petit peu, il va falloir au moins 2 ans d'investissement pour passer d'une idée à un objet. Que ce soit un objet connecté, les objets médicaux, ça monte en flèche, c'est encore pire. Et moi, mon rêve, c'est de réussir, et c'est un peu le pari que j'ai avec Wisebat, c'est de réussir à réduire ces délais à de l'ordre de quelques semaines. C'est-à-dire que, imaginez, demain, on a une idée de se dire, OK, on va faire un organe artificiel, par exemple, plutôt que de partir sur un process de 10 ans de développement, en 1 an, on est capable d'avoir un prototype fonctionnel.
Et ça, c'est un peu ce à quoi je rêve. C'est ce qu'on a vu avec la création des formes à travers l'impression 3D. Donc ça s'est arrêté assez rapidement. On a aujourd'hui plein de nouvelles technologies sur les matières qui permettent de le faire. J'aimerais qu'on arrive à faire la même chose d'un point de vue conceptualisation. Et on termine avec vous. Vous nous avez fait un teasing d'enfer tout à l'heure en nous parlant de RERB. Ramener un peu de normalité, de fluidité sur cet axe, déjà, c'est un rêve en soi. Mais vous en avez d'autres? Vous travaillez sur d'autres avec vos équipes? Alors, oui, effectivement. Je ne sais pas si je vais vous faire rêver en parlant de Sarkozy et de Villani, mais néanmoins, c'est des choses qui ont été initiées au niveau du Grand Paris. La circulation dans Paris est effectivement, doit être modélisée de façon mathématique. On a les outils actuellement pour améliorer le flux de circulation à la fois au niveau des voitures et éventuellement les voitures sans conducteur peuvent être une solution, mais ce n'est pas la seule. Il faut aller beaucoup plus loin. L'architecture, le transport, quand j'ai parlé des travaux qu'on a eus avec la RATP, il s'agissait de modéliser une ligne. L'enjeu, et on sait le faire, c'est modéliser les interconnexions entre les lignes de métro, oui, entre la RATP, et ça, pour le moment, il y a les outils qu'il faut. La recherche n'est pas engagée là-dessus. Il faut le faire. Donc, au niveau des économies d'énergie, au niveau de l'infrastructure, là, on est en contact avec un architecte qui propose de faire des surélévations en tenant compte des contraintes architecturales et urbanistiques pour essayer d'augmenter le patrimoine au niveau de la ville de Paris. Donc, à tous les niveaux, il y a des progrès à faire et dans 10 ans, j'espère que les mathématiques, et je suis certain, y auront contribué. Vous voyez, on n'a pas fini de voir les lignes bouger dans ce domaine. Ce sera grâce aux entreprises, mais ce sera grâce aux chercheurs et à leurs innovations avant tout. Merci de nous avoir fait partager votre expertise, votre expérience.